Je n'avais pas l'intention de regarder. Honnêtement, je ne l'avais pas fait. Mais ce matin-là, en sortant pour arroser les plantes, j'ai aperçu par la fenêtre ouverte de sa cuisine. Ma voisine, Emma, 56 ans, se tenait près du comptoir, les cheveux tombant sur ses épaules, la lumière du soleil caressant la courbe de son cou. Elle fredonnait doucement. Je me suis figée. Puis elle s'est retournée, a croisé mon regard et a souri. Ni timide, ni offensée, juste calme et sereine. Si tu veux te regarder, a-t-elle dit-elle, demande, j'ai oublié comment respirer. Cette simple phrase m'est restée en tête pendant des jours. Je m'appelle Romane, j'ai 32 ans et je suis divorcée. J'ai emménagé dans ce petit quartier après l'échec de mon mariage, en espérant le silence, la paix, peut-être même pour oublier ce que c'était que de se soucier de quelqu'un. Je ne cherchais pas l'amour. Je ne cherchais même pas de compagnie. Emma habitait la maison d'à côté, une veuve, disait-on, calme, gracieuse, le genre de femme qui ne cherchait jamais à attirer l'attention, mais qui, d'une manière ou d'une autre, y parvenait. Nous avons commencé par des hochements de tête polis par-dessus la clôture, puis par des banalités sur la pluie et le beau temps ou les nouveaux voisins. Elle avait ce don de faire en sorte que les moments ordinaires se déroulent quand exactement là où on devait être. Une semaine après ce matin-là, elle m'a surprise en train de lutter contre un portail cassé. Tu t'y prends mal lança-t-elle en tenant une tasse de thé. Je souris, faisant semblant de savoir ce que je faisais. Alors viens m'apprendre, voisine. Elle rit, un rire grave qui d'une certaine façon allégea l'atmosphère. Elle traversa la cour, me prit le marteau des mains et me montra comment réparer la charnière. Nos doigts se frôlèrent une demi-séonde, mais c'était suffisant. Suffisant pour quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cette étincelle discrète qu'on n'attend pas. Nous avons commencé à prendre le thé ensemble. Après cela, sur sa véranda, lors des douces soirées d'été, elle me parlait de son jardin, de son défunt mari, et comment elle parlait encore parfois à sa photo. Je lui racontais mon mariage raté, comment l'amour s'était transformé en dispute et en silence. Elle écoutait vraiment, et quand j'avais fini, elle me serrait la main d'un ton léger et dit « Tu n'as pas échoué, Romane. Tu as juste aimé la mauvaise personne trop longtemps. » Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Il y avait quelque chose dans son calme. Pas le genre qui cache la douleur, mais celui qui se forge en y survivant. Elle n'était pas amère, juste, honnête, authentique. Un soir, j'ai apporté du café au lieu du thé. Elle a souri. Taquine, tu essayes de changer notre tradition. J'ai haussé les épaules. Peut-être que je cherchais juste une excuse pour rester plus longtemps. Son regard s'est attardé sur moi une seconde de trop. Tu n'as pas besoin d'excuses. Ce soir-là, en rentrant à la maison, je n'arrêtais pas de penser à sa voix, douce, grave, posée. Ce n'était pas le désir qui me tenait éveillée, c'était la connexion, cette attraction rare et silencieuse qui vous saisit quand quelqu'un vous voit clairement. Quelques jours plus tard, il pleuvait. Je l'ai vue assise sur le porche émitouflée dans une couverture. J'observais l'orage. Les lumières de sa maison brillaient derrière elle. J'hésitais sur le seuil de ma porte, puis m'approchai. Elle se retourna surprise, mais souriante. « Tu vas être trempée. »« Alors partage ta couverture, répondis-je. Elle rit, la déplaça, et je m'assis à côté d'elle. L'air sentait la terre humide et le jasmin. Le tonnet grondait au loin. « Tu sais, dit-elle doucement, les gens n'écoutent plus vraiment la pluie. Ils se cachent tout simplement. Je la regardais et avant même de pouvoir m'arrêter, j'ai dit « Peut-être qu'ils ont juste besoin de quelqu'un à qui parler. » Elle croisa mon regard. Il n'y avait aucune hésitation, aucun jeu, juste cette même honnêteté calme. Et pendant un moment, aucun de nous deux ne dit un mot. La pluie parlait pour nous. Quand je me suis enfin levée pour partir, elle m'a attrapé le poignet doucement. « Romane, dis-je en me retournant. Si jamais tu veux regarder, murmura-t-elle. Demande-lui, répondis-je en souriant. Non pas parce que je comprenais entièrement ce qu'elle voulait dire, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'en avais envie, et peut-être que c'était suffisant pour commencer. J'ai commencé à me réveiller plus tôt sans le vouloir. La lumière au-dessus du porche des mains s'allumait à 6 heures, et je me suis dirigée vers la clôture, une tasse à la main. Elle était déjà dehors, les cheveux relevés, le thé fumant. Nous avons parlé de choses ordinaires, des tomates qui ne mûrissaient pas, un chat errant qui avait adopté son jardin. Une amitié s'était installée autour de nous, sûre et risquée.
Je me disais que je faisais simplement preuve de gentillesse, réparer une moustiquaire, porter des sacs. En retour, elle laissait des petits mots, des scones frais sur le porche. N'oublie pas la crème solaire, soigneusement pliée. Je n'avais pas été chouchoutée depuis longtemps. Au vide-grenier, j'installai mon stand pendant qu'Emma rangeait de vieux disques et une qu'elle était prête à vendre. Monsieur Harper s'approcha, le genre à arborer un sourire comme un badge. Il me regarda, puis M. « Je ne savais pas que tu les aimais jeunes, lui dit-il comme si je n'étais pas là. Attention, les gens vont parler. » Le sourire d'Emma ne s'effaça pas, mais ses yeux si. Une chaleur me monta au cou. « Nous sommes des voisins, dis-je d'un ton égal. Et des amis ? Bien sûr, répondit Harper. Des voisins sympathiques. Il s'éloigna nonchalamment, laissant derrière lui un film que je voulais voir disparaître. Emma continua de ranger, les mains fermes. Il parle parce qu'il est seul, dit-elle. Il pense que le bruit est synonyme de compagnie. Elle souleva la taillère. Tiens, prends ça. Il lui faut une nouvelle histoire. Sur le porche, elle laissa le silence s'installer. Je pensais être prête pour ce genre de commentaires, dit-elle. Il s'avère que non. Tu ne dois d'explication à personne, répondis-je. Elle hocha la tête, la mâchoire crispée. J'ouvris la porte et déposai les cartons. Quand je me retournai, elle était toujours là, fragile d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Entre, dis-je. Il n'y a pas de public. Nous nous assîmes à ma table. La taillère était posée entre nous. Elle en caressa le bord. Après, mon mari est mort, dit-elle. J'ai trouvé des reçus et des messages que je n'aurais pas dû voir. Tout le monde m'a traitée de sainte pour l'avoir soutenue pendant sa maladie. Je suis restée impassible aux funérailles. Celui que j'aimais et celui que je n'ai jamais connu. J'ai voulu lui prendre la main, mais j'ai hésité. Elle m'a épargné ce choix glissant ses doigts dans les miens. Je ne dis pas ça aux gens, dit-elle. Ils préfèrent une seule histoire, la version édulcorée. Je ne suis pas comme les gens, dis-je. Ses lèvres esquissèrent un sourire. Je sais. On frappa à la porte. Madame Linda, de l'autre côté de la rue, rapportait une assiette à tarte. Elle regarda Emma, puis moi, et son visage s'adoucit. « Vous deux, ça va ? On va bien, » dit Emma. Et j'ai entendu une voix métallique sous une soie. Quand Linda partit, l'atmosphère devint pesante. Emma expira. « Faisons une règle, » dit-elle. « Laissons le quartier garder ses histoires et nous gardons les nôtres honnêtes. »« Quels sont les nôtres ?» demandai-je. Ses yeux croisèrent en les miens. Maintenant, les mains sur la table et la vérité. Je serrai sa main, la mienne. J'aime les matins parce que tu es là. La couleur monta à ses joues, puis aux miennes. Je n'ai pas peur de mon âge, Romane. J'ai peur d'être traitée comme une explication. Tu n'es pas une explication, dis-je. Tu es quelqu'un que je veux connaître. J'ai préparé des sandwichs parce qu'elle avait l'air fatiguée. Elle rit en voyant les moitiés tordues et mangea chaque bouchée comme une promesse. Quand elle se leva pour partir, les nuages s'amoncelaient de ceux qui retiennent la pluie et ne s'excusent pas. À la porte, elle s'arrêta, nos mains entrelacées sur le seuil. « Tu es la première personne en qui j'ai confiance depuis longtemps, » dit-elle. « Ne transforme pas ça en une faveur que je devrais te rendre. »« Je ne le ferai pas, » dis-je. « Je me ferai un petit déjeuner demain. » Elle sourit, se pencha vers moi et posa une légère main sur ma joue. Puis elle sortit dans la grisaille de l'après-midi et laissa tomber les premières gouttes. Je restai là, la poignée de porte à la main, certain que la pluie nous apprendrait quelque chose si nous continuions à l'écouter. L'orage de cette nuit-là arriva vite. Le vin grattait les vitres. Le tonnerre faisait trembler le sol comme un vieux souvenir qu'on préférerait oublier. Les lumières de ma maison vacillèrent et s'éteignirent. Une seconde plus tard, j'aperçus la faible lueur des bougies à travers la fenêtre des mains. Puis son ombre se déplaça sur le porche. On frappa à la porte. Roman. Sa voix était douce mais tremblait sous la pluie. J'ai une panne de courant. Je ne trouve pas le boîtier électrique. Je PR une lampe de poche et courus déjà trempée avant même d'atteindre ses pas. Elle était pieds nus enveloppée dans une couverture, les cheveux humides et bouclés autour de son visage. « Tu vas attraper froid, dis-je. « Alors, vous aussi ?» répondit-elle avec un demi-sourire. À l'intérieur, la maison embaumait la cannelle et l'humidité ambiante. Des bougies vacillaient sur le comptoir, éclairant son visage d'une lumière ambrée. « Les boîtes à fusibles sont au sous-sol, » dit-elle. « Mais c'est hanté, alors c'est votre service. » Je souris. « Je facture à l'heure ?